Bonjour à tous, puis merci beaucoup pour votre invitation. Moi aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un monstre qui, dans la représentation collective, ressemble un peu à un immeuble soviétique des années 60. Donc un espèce de truc démesurément grand, absurde, gris, un peu orwellien, un peu kafkaïen. Et ce monstre, c'est l'État. Alors, je vais parler de l'État, mais beaucoup de choses que je vais dire sont valables dans une acception plus large, au sens des administrations publiques, c'est-à-dire en plus de l'État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales. Alors l'État, ce sont des fonctionnaires. Les fonctionnaires, vous avez la première ligne, les corps qui sont identifiés. Les enseignants, la fonction publique hospitalière, les policiers, la justice. Et puis, vous avez le back-office. Le back-office, c'est ceux qui administrent les bureaucrates, autrement dit la lie de l'humanité. Quand vous dites qu'il faut supprimer, enfin diminuer le nombre de fonctionnaires, vous avez toujours beaucoup de succès. Mais alors quand vous dites qu'il faut supprimer le millefeuille administratif, mettre fin à la folie bureaucratique, etc., là c'est succès garanti, standing ovation. Bon. Alors première question, est-ce que l'État, pour de vrai, ressemble à un immeuble soviétique des années 60? Oui, un peu. En 2014, donc moi je suis fraîchement diplômée d'HEC, j'ai passé un an dans un cabinet de conseil comme beaucoup de mes camarades de promo et je pose mes valises au ministère de la Santé, à la direction de la Sécurité sociale, à la sous-direction du financement du système de santé, dans le bureau chargé du pilotage de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Et donc, voilà, je me retrouve dans un petit bureau individuel de 2 mètres carrés, au milieu d'une enfilade de bureaux individuels de 2 mètres carrés, bureau que je mettrais plus de 3 mois à retrouver toute seule sans me perdre. Et donc, oui, je ne vous cache pas que sur le coup, ça fait un petit choc. Mais c'est évidemment la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, puisque j'ai rencontré dans l'État des gens exceptionnels, des fonctionnaires brillantissimes, animés par le service public. Et avec le recul, je réalise que les personnes les plus éblouissantes intellectuellement que j'ai croisées dans ma vie, et humainement aussi d'ailleurs, je les ai croisées à compter de cette période quand mon périple dans l'État a démarré, dont mon mari d'ailleurs, je me suis servie au passage. Alors, deuxième question, si ces hauts fonctionnaires sont aussi brillants que je le dis, mais pourquoi l'État est-il inefficace? Alors l'État n'est pas inefficace. D'abord, chaque jour, il éduque, il soigne, il construit, il protège, etc. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a plein de services publics qui sont défaillants, il y a plein d'institutions publiques qui sont en grande souffrance. Et il est absolument évident que l'État doit en permanence se repenser, se moderniser et s'humaniser. Mais à la fin des fins, l'État, il tourne. Et on peut dire ce qu'on veut, mais le service public français, je peux vous dire qu'il est envié dans beaucoup de pays du monde. La deuxième chose, et c'est la partie la plus importante de mon pitch, c'est qu'on confond inefficacité et complexité. Alors oui, c'est sûr que des marchés publics, des normes environnementales, les normes sanitaires, etc., c'est super complexe. Mais en fait, construire un cadre permettant à 67 millions de personnes de vivre ensemble, c'est super complexe. La deuxième chose, c'est que l'État, il a une multitude d'objectifs. Et c'est une des grandes différences avec une entreprise, par exemple. Il a une multitude d'objectifs et, en fait, pour la plupart, ce sont des objectifs d'égale importance. La culture, c'est pas moins important que la justice. La défense et l'éducation nationale, est-ce que vraiment vous pouvez vous permettre de réduire la voilure d'un côté pour investir massivement de l'autre?
pas sûr. Troisièmement, non seulement il a une multitude d'objectifs, mais en plus, il est en permanence traversé par des injonctions contradictoires. Il a des objectifs qui sont parfois, même souvent, antagonistes. Et donc, à la fois, il doit maigrir, si je prends un exemple, et donc dépenser moins. Et donc, une des choses pour dépenser moins, c'est d'acheter moins cher. Mais de l'autre côté, l'État, il est aussi garant de la souveraineté nationale, de l'aménagement du territoire, de l'emploi. Et donc, en permanence, il a cet arbitrage à faire. Et puis, dernière chose, c'est que l'administration de l'État, en fait, l'essentiel de son boulot quand même, c'est de mettre à exécution les décisions des politiques. Le politique, c'est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, qui sont élus démocratiquement. Et donc, en fait, l'administration de l'État, elle passe sa vie à faire, à refaire, à défaire aussi, parce qu'il y a du changement démocratique et heureusement, tout en veillant à assurer sa propre continuité, parce qu'en fait, c'est une grande partie de ce qu'elle fait par ailleurs qui n'est pas visible des politiques et n'est pas conduit par le politique. Voilà, donc l'État est super complexe. L'État est super complexe et donc il n'est pas inefficace. Attendez, je suis désolée, je ne sais plus ce que je dois dire à partir de ce moment-là. Il est complexe. Ouais, voilà, pardon. Donc, comme je parlais de la politique, c'était le moment où je devais vous parler de mon passage dans le politique. Et donc, effectivement, je suis aussi allée explorer ce versant de l'État. Et donc, après 1 an au ministère de la Santé, je suis partie pour 5 ans en cabinet ministériel. D'abord au ministère auprès du ministre des Finances, puis à Matignon auprès du Premier ministre, puis à l'Élysée auprès du président de la République. D'abord conseillère en charge des comptes sociaux, puis de la protection sociale, et puis de l'ensemble du champ social. Alors la troisième question, vous allez me dire, mais alors, est-ce que la politique, ça ressemble à Baron Noir? Oh ouais, un peu. Un peu, et donc là, c'est changement de décor total par rapport à mon bureau de 2 mètres carrés. Vous avez des lustres, des dorures sur les murs. Vous passez vos journées avec des ministres, des députés, des journalistes. Donc, il y a un petit côté évidemment grisant. Mais c'est surtout évidemment hyper intéressant parce que vous êtes dans le cockpit de l'État et que vous voyez la décision publique, la décision politique se faire. Et en tant que conseiller, parce que c'est votre boulot, vous y contribuez aussi humblement, mais vous y contribuez. Et ça, voilà, je suis obligée d'avouer que ça a été une expérience professionnelle absolument extraordinaire. Alors, j'aurais pu continuer longtemps en cabinet ministériel, parce que c'est vraiment un boulot que j'ai adoré, même s'il est quand même hyper stressant et hyper exposé. Mais j'ai pris la décision il y a 2 ans de m'extraire de ce monde un peu feutré du pouvoir pour retourner dans la soute administrative. Alors, je ne l'ai pas du tout fait par sacrifice, je l'ai fait par conviction. Parce que j'avais le sentiment à ce moment-là que c'était dans les administrations publiques que ça se jouait, et c'est encore ma conviction aujourd'hui. Je ne vous fais pas un dessin de la situation géopolitique, de la régression autocratique mondiale, de la situation politique en France. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi j'étais à Matignon et à l'Élysée au moment de la crise des Gilets jaunes, au moment de la crise Covid, et de cette fenêtre, j'ai pu observer la facilité déconcertante avec laquelle les extrêmes, et en particulier les réseaux d'extrême droite, déstabilisent la démocratie. Voilà, et moi, ma conviction, qui est assez triviale en fait, parce qu'elle est largement partagée et documentée par les sciences sociales, c'est que le service public, c'est l'une des meilleures armes pour se battre et pour défendre la démocratie. Le recul de l'État, le sentiment du recul de l'État, c'est un truc hyper dangereux. Et notamment chez les classes moyennes, lorsqu'elles ont le sentiment que finalement, c'est toujours pour les autres
et jamais pour elles. Donc, l'assurance maladie. Donc, j'y suis arrivée il y a 2 ans comme directrice déléguée. C'est une très grosse institution, 80 000 personnes. C'est une institution qui est vraiment constitutive de la Ve République et qui a une mission cruciale, hein, qui est de garantir l'égal accès à la santé pour tous. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on fait, je vais juste prendre un exemple de mes dernières semaines. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on était en négociation avec les médecins libéraux pour fixer le tarif de leur consultation et les conditions de leur activité. La situation est la suivante. Aujourd'hui, vous avez de moins en moins de médecins et de plus en plus de patients. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut résoudre cette équation? Mais en fait, la question, elle ne se pose pas comme ça. On n'a pas le choix. Et donc, il faut y aller. Donc, on a négocié, on n'a pas réussi à trouver de compromis. Il y a une semaine, il y a 2000 médecins libéraux qui se sont réunis à Paris pour faire un appel France entière au déconventionnement. Le déconventionnement, c'est le fait de sortir du système de sécurité sociale. Et donc, ça voudrait dire un système de santé à 2 vitesses où seuls ceux qui ont les moyens peuvent se payer un médecin. Donc, au-delà du fait que c'est évidemment un coup de couteau majeur dans notre contrat social, c'est juste un jeton direct dans le flipper populiste. Et donc, on va se battre pour que ça n'arrive pas, et donc on va y retourner, et on va y arriver. J'en arrive à ma conclusion. Je parle trop vite, alors du coup, j'oublie. Alors, oui, voilà. Dernière question, c'est en fait, pourquoi suis-je venue aujourd'hui faire la pub de l'État et du service public? Parce que personne ne le fait. Sauf Clara, que je remercie pour son intervention tout à l'heure, qui fait quand même chaud au cœur. Mais voilà, personne ne le fait. Et pour le dire en des termes un peu plus sérieux, l'état-bashing est de bon ton. Et le fait de critiquer en permanence ce système bureaucratique est devenu la norme. C'est d'autant plus paradoxal que la demande d'État, elle a jamais été aussi forte. Depuis quelques années, on traverse des crises à un rythme effréné. Les attentats, sécheresse, inondations, la crise Covid qui a quand même duré 2 ans, aujourd'hui l'inflation, etc. Et en France, tout le monde trouve parfaitement normal que l'État soit l'assureur en dernier ressort. Tout le monde trouve ça normal. Et donc, il fait des plans de sauvegarde, il verse des indemnisations carburant, il met en place le chômage partiel, il met en place un bouclier énergétique, etc. Et donc, ce sont des dizaines de milliards d'euros que l'État investit chaque année pour amortir le choc économique et le choc social pour les ménages et pour les entreprises. Pour moi, ça, c'est le rôle fondamental de l'État. C'est un rôle de stabilisateur économique et social. Mais aucun autre pays au monde ne fait ça dans ces proportions. Aucun. Voilà. Voilà, je trouve que cet état-bashing, il est pour le moins déplacé. Et puis, de manière un peu plus sérieuse, là encore, au-delà d'être déplacé, il est super dangereux. Parce qu'en fait, cette critique lancinante de l'État, elle participe de l'érosion progressive de la confiance de nos concitoyens dans les institutions publiques. Et le retour de bâton, il risque de faire très, très mal. Voilà. Donc l'État, oui, c'est un monstre, mais c'est un monstre qui a un cœur qui bat, celui de dizaines de milliers d'agents publics qui se lèvent le matin pour faire tourner la machine, qui le font vraiment avec l'esprit du service public. Moi, je suis une de ces personnes, parmi ces dizaines de milliers de personnes. Voilà, vous voyez, je suis normale, je ne ressemble pas à Gorbatchev, tout ça. Et l'État, c'est surtout un monstre qui se bat dans des conditions
qui sont de plus en plus difficiles, compte tenu de la succession de crises dont je viens de vous parler. Donc, c'est des dizaines et des dizaines d'urgences à gérer en permanence. Dans des conditions difficiles aussi, parce qu'il a des moyens limités, compte tenu de l'ampleur des missions qu'il doit accomplir. Compliqué, puisqu'il agit sous le feu des critiques et des incivilités permanentes. Et donc, mon message aujourd'hui, c'est que voilà, l'État et les institutions publiques, elles méritent d'être respectées. Et elles méritent non pas que vous les combattiez, mais que vous vous battiez à leur côté. Voilà. Merci beaucoup.